Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire donc consacré à la rencontre d'une chef d'entreprise. Donc, vous êtes actuellement 58 personnes connectées, donc bienvenue à toutes et à tous. Je vais déjà un petit peu vous présenter les fonctionnalités de l'outil qu'on utilise cet après-midi. Alors, vous verrez à gauche, à droite de votre écran, deux rubriques qu'on va surtout utiliser cet après-midi, qui sont le chat. Donc, est-ce que quelqu'un veut écrire un petit message sur le chat pour nous faire coucou? Voilà, est-ce que quelqu'un peut tenter d'essayer d'écrire? Ok, bonjour. Bonjour. N'hésitez pas à nous dire d'où vous venez également, ça peut être intéressant. Voilà. Donc, le chat, on va surtout l'utiliser, voilà, si vous voulez réagir à quelque chose. On aura donc Stéphanie avec nous et Estelle qui vont pouvoir regarder ce que vous écrivez. Par contre, ce que vous pourrez faire, c'est poser des questions directement à Christa pour vraiment avoir plus d'informations sur ce qu'elle va nous raconter. Et pour ça, vous allez plutôt utiliser l'onglet questions. Pareil, je vous invite à peut-être essayer de poser une question pour voir si ça fonctionne. Est-ce que quelqu'un veut essayer de poser une question? Alors, c'est pas grave si vous faites des fautes de frappe, on ne vous en voudra pas. Eh bien, ça va très bien. Merci, Laetitia. Donc, sachez que ce webinaire sera bien sûr en replay sur notre chaîne YouTube, à laquelle vous pourrez vous abonner si vous le souhaitez par la suite. Donc, on va démarrer. Donc, cet après-midi, le webinaire va en durer environ 1 heure. Et là, ce qu'on vous propose, eh bien, c'est de pouvoir rencontrer Christa, qui va se présenter tout à l'heure, qui va vous parler justement de tout parcours qu'elle a suivi pour créer son entreprise, mais aussi pour la développer. Donc, peut-être, Christa, est-ce que déjà, je te laisse peut-être te présenter, voilà, avant de démarrer peut-être l'interview. À toi, Christa, on t'écoute. Bonjour, bonjour tout le monde. Je m'appelle Christa, j'ai 49 ans et je suis d'origine hollandaise. J'habite en France depuis 29 ans et en Bretagne depuis 18 ans. Donc, voilà. Merci, Christa. Donc, tu as créé une entreprise, c'est pour ça que tu es là cet après-midi. Est-ce que tu pourrais nous dire ce qui t'a motivé dans ton projet de vouloir créer une entreprise, si tu t'en rappelles, hein? Bien sûr, bien sûr. Il y a une quinzaine d'années, je suis venue vivre en Bretagne. Je voulais, comme aux Pays-Bas, vivre au bord de la mer. Avant, j'habitais en ville, à Paris. Et le fait d'être venue en Bretagne, c'était très bien. J'ai toujours trouvé du travail, mais c'était toujours du travail en CDD saisonnier, assez précaire. Donc, j'ai surtout voulu sortir de cette instabilité et créer quelque chose sur la durabilité et pour moi. Mmh. Ça, voilà. Il fallait Donc, voir. tu avais déjà créé une petite entreprise quand tu étais à l'île d'Ar, tu racontais aussi, hein? Ouais, quand j'ai vécu 7 ans à l'île d'Ar. Et là, j'ai créé une petite entreprise, une conciergerie pour la location de maisons secondaires. Et je travaillais en chèque emploi-service et je me suis rendu compte que le fait de travailler pour soi, que ça me va très bien, ça me convient. D'accord. Alors, juste pour ceux qui connaissent peut-être pas l'île d'Ar, c'est une île qui est située dans le golfe du Morbihan, puisque Christa et moi, nous sommes toutes les deux installés dans le Morbihan. Et donc, tu es à l'île d'Ar, tu as ta conciergerie, et à partir de là, il y a Eau Salée qui a émergé dans ton idée, dans ta tête. Ça s'est passé comment? Mais Eau Salée, en fait, déjà, je vous dis qu'est-ce que c'est Eau Salée. Donc, Eau Salée, je l'ai créé il y a 3 ans. Je vends des spécialités de la mer du Nord sur les marchés en presqu'île guérandaise, particulièrement. Donc, ce sont des spécialités que j'importe, le poisson que j'importe des Pays-Bas, qui sont fumés selon des traditions hollandaises. Le fait d'avoir
commencé ça, d'avoir cette idée-là. Déjà, il y a un petit poisson, un petit hareng que j'aime particulièrement. Et ce hareng-là, on ne le trouve pas en France. Donc, j'ai demandé, quand j'habitais à l'île d'Ar, quand il y avait de la famille, quand il y avait des gens qui venaient des Pays-Bas, j'ai demandé de m'amener ce petit hareng, de le manger. Et petit à petit, j'ai commencé à faire des dégustations parce que les gens, ils étaient curieux, les autres îles d'arrêt. Et il s'est avéré qu'ils ont bien aimé aussi ce poisson. Donc, après, j'ai importé d'autres poissons, voilà, pour le plaisir, pour le partage avec mes amis. Et de là, il y a l'idée est venue. Je dis, bon, moi, j'ai envie de manger ce poisson, ça me manque de mon pays. Comment je peux le manger régulièrement? Mais la seule façon, c'est d'aller le vendre, de le commercialiser. Comme ça, j'en ai à volonté. C'est là où ça s'est venu. L'idée, il est venu. Maintenant, je le vends. Par contre, je le mange beaucoup moins. Oui, en même temps, ça peut se comprendre. Hein. C'est comme le pâtissier, il ne va peut-être pas manger des gâteaux tous les jours. Hein, c'est ça. Et donc là, tu as cette idée au salé, il y a un produit avant tout. Hein. Et il y a un moment donné, qu'est-ce qui a fait que dans ton parcours, tu avais déjà pensé à te faire accompagner, tu avais déjà identifié quelqu'un qui pourrait t'accompagner dans ton projet, ou c'est parce qu'on t'a dit ça serait bien de le faire, va voir tel organisme? Mais en fait, entre-temps, moi, j'ai quitté l'île d'Ar, je suis allée vivre sur le continent. Et là, vraiment, le choix de créer mon entreprise, il s'est vraiment confirmé. Par contre, je n'avais aucune idée comment m'y prendre. Parce que c'est quand même, on peut avoir une idée, tiens, je vais me vendre du couteau, mais comment faire au niveau la législation, au niveau des lois, au niveau de ce qu'on a le droit de faire ou pas, au niveau... franchement, aucune idée. J'ai discuté avec une amie qui fait du coaching dans des grandes sociétés. Et elle m'a conseillé de venir voir la BGE, donc d'aller voir. Et elle a bien fait parce que je suis tombée sur vous, Agnès. Et en plus, vous aimez le poisson. Non. Et j'ai très bien fait parce que je pense que sans la BGE, ça aurait été très difficile de se trouver une voie dans ce monde nouveau, en fait, parce qu'il fallait vraiment connaître plein de choses. Il y a eu, chez vous, il y a eu un accompagnement au niveau du projet, il y a eu du brainstorming, comment dire, voilà, du brainstorming, je ne sais pas comment le dire. Il y a eu des conseils au niveau financier, il y a eu plein de conseils. Et surtout, que ce soit, je pense, la BGE ou une autre société qui accompagne, vous avez le regard interne et externe. Vous avez le regard envers mon projet en externe, donc vous n'avez pas le côté émotionnel qui va avec, le côté d'enthousiasme du créateur. Donc vous pouvez nous remettre sur notre place si on est un peu trop enthousiaste et un peu trop idéaliste. Et par contre, vous avez aussi le regard interne du marché actuel de la région. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est très important. Donc, tu as pu bénéficier d'un parcours que proposait la GFIP, hein, qui est une structure qui gère les fonds pour l'insertion des personnes en situation de handicap. Hein, oui. Puisque la GFIP, effectivement, met à la disposition des parcours pour être accompagné dans son projet de création d'entreprise. Donc, c'est vrai que c'était peut-être un hasard, donc c'était plutôt bien tombé que ce soit chez nous, puisqu'on est prestataire pour la GFIP. Et donc là, tu nous parlais que tu étais à l'île d'Ar, donc là, tu as déménagé, hein, tu avais déménagé sur le secteur guérandais. Oui. Là, ça, c'était il y a pratiquement 3 ans, en fait, que ton activité, du coup, elle a été lancée. Là, c'était début 2019. Je vois qu'il y a des questions qui sont posées. Moi, j'ai commencé mon activité en début 2019, oui, janvier. Et ouais, déjà. Par contre, le projet, je l'ai commencé avec vous, c'était déjà 2 ans avant. J'ai mis 2 ans pour mettre le projet en place.
Ouais. Donc, ça met du temps. Et je suis quelque part contente d'avoir pris ce temps-là. Mais il y a vraiment une année que j'ai consacrée, je me suis mis au chômage, j'ai vraiment consacré cette année à la création pour exactement savoir ce que je voulais faire, comment il fallait le faire, quel marché en général il fallait prendre, etc. Faire une étude de marché vraiment profonde. Autant plus que j'ai arrivé avec un produit qui n'était pas connu sur le marché, donc c'était aussi un risque en plus. Et la deuxième année, c'était suite à... J'ai travaillé en même temps parce que j'avais des difficultés, on revient peut-être après dessus, mais j'avais des difficultés de trouver du financement avec les banques. On va en parler tout à l'heure, Voilà, effectivement. Donc, j'ai mis vraiment 2 ans pour monter un projet. Et quelque part, à un côté, on peut dire que c'est long, mais à l'autre côté, mon projet, il était vraiment mûri, il était vraiment posé. Justement, on va parler du. Il y a eu tout ce processus hein, de toi d'étudier ton projet, de voir le potentiel, et puis de monter ce qu'on appelle le business plan ou le plan d'affaires avec justement toutes les prévisions et puis notamment ce dont tu avais besoin, puisque là, cet après-midi, tu es dans ta roulotte. Voilà, je vais peut-être remettre pour ceux qui nous suivent ta magnifique roulotte au salé. Voilà. Voilà. Ton outil de travail aussi, hein, tu y passes beaucoup de temps, je pense. Ouais. Donc ça, plus d'autres petites choses à côté, ça chiffre un petit peu quand même. Ouais. Donc il a fallu que tu ailles chercher des fonds, que tu ailles trouver des solutions financières. Et la première démarche que tu as faite, toi, ça a été quoi pour aller chercher de l'argent? Déjà, c'était grâce au conseil donc, de la BGE d'avoir de l'aide avec la GFIP, parce que moi, je ne connaissais pas, je ne savais pas que ça existait. Donc ça, c'était vraiment une aide précieuse parce qu'il y a eu une subvention de montant assez, je crois que c'est standard, c'est 5 000 euros, je crois qu'il y a une subvention qui est là. Et en plus de ça, en plus de cette subvention, 1 an plus tard, ils sont venus, donc après la création de l'entreprise, ils sont revenus vers moi pour savoir s'il y avait des aménagements à faire dans la roulotte. Pourtant, la roulotte dans laquelle je travaille, je l'avais fabriquée moi-même. Je l'avais fait fabriquer, on va le dire comme ça. Mais ils sont quand même venus me demander s'il y avait des aménagements à faire parce que sur le moment même, on ne peut pas vraiment savoir si tout est bien fait dès le départ. Et pour ces aménagements-là, j'ai eu encore une enveloppe pour pouvoir le faire. Donc ça, c'est quand même très important et très généreux de leur part, je trouve. Donc ça, c'était la première, donc avant de commencer réellement de travailler pour avoir pour déposer ton dossier à la GFIP, par contre, hein, il fallait que tu ailles avant aussi aller chercher d'autres financements. Bien sûr. Voilà, donc la première démarche, ça a été peut-être les banques. Hein, peut-être aller les voir. Ben, les banques, ils sont bien gentils, mais il n'y a eu que des refus. D'accord. Dans le sens que c'est un petit projet que j'ai fait, c'était pas non plus énormément d'argent que je demandais, mais j'avais pas d'apport personnel. Je suis en location et je n'avais pas de garant directement. Je n'avais pas quelqu'un sur qui je pouvais m'appuyer. Donc les banques, ils ont dit tant que vous n'avez pas d'apport personnel, on ne vous prête pas. C'était clair et net. J'en ai vu 5 ou 6 et ils avaient tous le même discours. Donc, j'ai commencé à faire un financement participatif, donc un crowdfunding, que j'ai fait sur le site Ulule, parce que c'est un site qui peut le faire en plusieurs langues. Donc, je l'ai fait en néerlandais et en français, bien sûr. Et ça m'a permis, donc, selon où on est dans le monde, je l'ai fait aussi en anglais d'ailleurs, et selon où on est dans le monde, on se connecte sur la page de cette langue-là. Donc ça m'a permis de toucher beaucoup de personnes. Et cette campagne de financement,
c'était pour moi très clair pour avoir un apport personnel. Par contre, pour faire une campagne pour ça, c'est pas du tout rigolo. Donc, je l'ai fait sous la forme de pouvoir acheter la roulotte, ce qui est vrai quelque part. Mais je l'ai déformé. Je n'ai pas demandé de l'argent pour pouvoir financer ou pour pouvoir demander un crédit. Donc ça, c'était un très gros parti, donc ce financement participatif, parce que ça, c'est très intense à faire parce qu'il y a, il faut recréer ce projet encore dans un autre sens. Donc je l'avais déjà créé je l'avais déjà écrit avec le BGE, mais là il fallait le réécrire pour qu'est-ce qu'on fait exactement pour arriver à sa fin en fait. Et après le soutien de tous ces gens qui sont derrière toi, mais ça, franchement, j'ai encore des frissons. Mais ça, franchement, ça c'est vraiment quelque chose de génial parce que c'est pas que l'argent, bien sûr, c'est important, mais c'est pas que l'argent parce que on sent que tous ces gens-là qu'on connaît ou plus ou moins, ils croient en toi. Donc ça veut dire ils croient en ton projet. Donc ça c'est quelque chose, ça donne beaucoup. Et donc là, cette campagne-là, donc c'était la première fois. Hein, est-ce que tu savais que ça existait déjà, le financement participatif? Tu avais déjà entendu parler Entendu parler, oui, j'avais participé un peu moi-même à 10 € ici, 10 € là-bas pour Et alors, pour ceux qui nous écoutent, une campagne de financement participatif, là, on est sur un don, vraiment. Hein, il n'y a pas c'est pas de l'argent qu'on prêtait à Cristal. Non, voilà, c'était vraiment un don parce qu'ils croyaient en ton projet. Et en général, dans une campagne de financement participatif, comme ça, à travers du don, il y a ce qu'on appelle une contrepartie, c'est-à-dire, elle n'est pas obligatoire, mais je pense qu'elle est vivement conseillée, hein, notamment par ceux qui ont peut-être conseillé pour mettre ton projet en ligne. Tu peux nous donner, si tu t'en rappelles, des exemples de contreparties que tu proposais à tes donateurs? À partir pour 10 €, je crois que je proposais deux harengs, donc des produits que je vendais. À partir de 50 €, c'était peut-être un repas complet ou 2 repas peut-être, je ne sais plus exactement. À partir de 100 €, c'était un repas pour toute la famille. Et le plus gros prix que j'avais à partir de 500 €, c'était une journée ou une soirée, une balade en bateau en voilier sur la Vilaine ou dans le golfe du Morbihan avec une dégustation de tous mes produits. Donc ça, c'était... Même si on ne le fait pas pour la contrepartie, en tout cas ceux qui nous écoutent cet après-midi et qui se disent « Ah bah tiens, ça peut être aussi un complément ou une autre solution. Il faut aussi réfléchir aux contreparties qu'on peut effectivement proposer. » Donc ta campagne, elle a duré combien de temps, ta campagne en ligne? Ma campagne, elle a duré 6 semaines. D'accord. Donc, il ne faut pas le faire trop longtemps parce que les gens, ils s'essoufflent au bout du moment. Pour moi, personnellement, c'était beaucoup de travail parce que quasiment toutes les 3-4 jours, je donnais des nouvelles de là où, par mail, de là où on en était. Et ce qui est très important avec une campagne comme ça, parce qu'il y a à peu près 70% de ton entourage direct, donc de la famille, des amis proches. Et après, il y a 20% à peu près, ce sont c'est l'entourage de ton entourage, donc ce sont des amis, ça c'est le tata et le tonton de quelqu'un, voilà. Et après, il y a 10% à peu près, ce sont des gens que tu ne connais pas, qui viennent par les médias, parce que voilà, je suis passée dans les journaux, je suis passée un peu partout, j'ai vraiment mis tout ce que je pouvais pour faire ça, qui passe directement par le site Ulule aussi, bien sûr, hein, il y a des gens, donc il y a à peu près 10% des gens que tu ne connais pas. Et moi, je tenais toutes les semaines ou tous les 3-4 jours à tenir ces gens informés. Et pour ne pas lancer, en fait, ce qui était important, les premières 10 jours, quand j'ai lancé la campagne, je l'ai seulement distribuée aux gens de mon entourage direct. Parce que je savais qu'ils allaient faire des dons, même des petits dons. Parce que commencer une campagne à zéro et tu le donnes à tout le monde, les gens qui regardent, qui te connaissent à peine,
Ils vont dire, bah, attends, il n'y a pas de l'argent, on ne va pas donner, ce n'est pas un projet fiable. Donc, au moment qu'il y a déjà un peu d'argent, à peu près 20% de ton choix, du montant que tu voudrais avoir. Donc, après, je l'ai distribué à d'autres personnes par email. J'ai fait énormément de mailing aux gens après. Et ça, c'est toi qui l'as décidé ou c'est des conseils que tu avais eus via Ulule C'est des conseils que j'ai eus par d'autres personnes et peut-être aussi par le site de Ulule, hein, c'est possible. Oui, oui, ce sont des conseils. Donc, alors, vous ne voyez peut-être pas très bien l'écran, mais à l'époque, donc, tu étais parti sur ce qu'on appelle une jauge, hein, un montant que tu voulais, oui. Une levée de fonds de 6 000 €, donc tu l'as dépassé. Je l'ai dépassé au bout de quelques semaines, au bout de 4 semaines, je crois déjà. Ouais. Puisque tu es arrivé à 7 445. Ouais. Donc, finalement, on pourrait se dire, bah, ça y est, c'est bon, tu allais avoir ton apport. Tu es retourné voir les banques, du coup? Non. Non. Je pouvais retourner voir les banques parce que voilà, j'avais l'apport, donc même plus que j'espérais. Mais ce qui était très beau aussi avec cette campagne, c'est qu'il y a des gens, des particuliers qui se sont proposés. Parce qu'ils ont su peut-être un peu que je ne l'ai pas mis dans la campagne financement, mais ils ont su que j'avais du mal à avoir un prêt. Et ils sont venus vers moi. Donc, ce sont des gens plus ou moins proches de mon entourage, mais c'est plutôt loin. Ce n'est pas mes proches directs. Et il y a 2 entrepreneurs là-dedans aussi qui savent comment c'est difficile, dont aussi une entrepreneur à la retraite, etc. Et ils ont dit, OK, Christa, on croit dans ton projet. Si tu as des problèmes avec les banques, on veut te financer. Et aussi avec une petite, comment ça s'appelle, une petite rente, un petit pourcentage, je ne sais pas comment ça s'appelle. Mais voilà, donc j'ai accepté une des 3 offres. Et donc j'ai fait un prêt, j'ai emprunté l'argent à un particulier. Et je trouve ça génial. Je trouve ça super. Alors, il y a aussi en ligne la possibilité de ne pas faire que des campagnes de dons, mais aussi des campagnes de prêts participatifs aussi. C'est une possibilité. Et donc là, tu as pu te passer en tout cas du réseau bancaire. Voilà. C'est bien, ça montre oui, qu'il y a plein de projets qui ne passent pas forcément par les banques. Et c'est les banques qui nous le disent aussi. Hein. Tous les créateurs, créatrices d'entreprises ne passent pas forcément par les banques. Hein. Il y a d'autres solutions. Alors, je n'ai pas des pourcentages, hein, ça je ne pourrais pas vous dire. Et tu as eu le droit quand même à alors, tu as eu le droit à l'aide de l'AGFIP, hein, puisque vous reposiez la question de l'AGFIP. Alors, ton activité, elle est réglementée. Tu as eu besoin quand même de passer, de faire des formations, notamment d'hygiène. Et ça, c'est pareil. Il y a eu des dispositifs qui ont pu t'aider à justement faire les formations pour avoir le droit d'exercer. Hein. Oui, donc il y a eu, en dehors donc, de cet investisseur privé et de la GFIP, il y a bien sûr un facteur très important, c'est Pôle emploi. J'étais au chômage, j'avais le droit de faire des formations, donc j'ai dû faire une formation de l'hygiène, donc HACCP, c'est important. Ils l'ont financé à 100%. J'ai dû faire mon permis BE pour pouvoir tracter la roulotte. Ils me l'ont financé entièrement. Donc, ça sont quand même des coûts déjà qui sont déduits. Et ce qui est bien aussi avec Pôle emploi, après la création d'entreprise, les premiers mois, quand je n'avais pas assez de revenus, ils m'ont complété par mes droits ils m'ont complété mes revenus. Et j'ai pu bénéficier aussi de l'ACRE. Et l'ACRE, donc ça, c'est une aide pendant 3 ans sur la réduction des impôts. Donc, non, c'est les cotisations sociales. Tu t'en rappelles peut-être plus parce que tu es en train là. Alors, par contre, hein, attention, l'ACRE ne dure plus 3 ans. Désolée, l'ACRE dure un an maintenant. Hein, donc, c'est une réduction des cotisations sociales.
Donc après, c'est en fonction du régime, enfin du statut que vous allez prendre. Et maintenant, c'est 1 an. Voilà. C'était parce que Christa, toi, tu es en micro-entreprise ou auto-entrepreneur. Les deux ont fusionné. Et donc, c'est vrai qu'à l'époque, l'exonération était dégressive, mais elle durait 3 ans. Donc, tu as pu en profiter. Voilà. Mais maintenant, c'est 1 an. Depuis l'année dernière, je crois. Début d'année dernière. Ouais. À 1 an près, tu étais sur les 1 an, en fait. Voilà. Donc là, au Salé, ton entreprise, du coup, ça va faire bientôt 3 ans que tu es en activité. Le fameux cap des 3 ans, tu vas le passer du coup. Tu m'as dit qu'on avait préparé, tu m'as dit qu'on avait préparé cet après-midi une interview que pour toi, t'étais contente de passer ce cap-là. Bien sûr. Ouais. Bien sûr, parce que entre le moment qu'on a l'idée, qu'on a l'envie et qu'on commence, on ne sait pas où on va. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe et surtout, avec ce qui se passe actuellement, on est dans le flou total. Mais non, ça. Entre le moment que j'ai eu l'idée de ce que je voulais faire, donc vendre du poisson, mais dans quelle façon au début, je voulais faire des manifestations, je voulais faire des festivités comme Brest 2000 ou Brest 2021 maintenant, ou des choses comme ça, des manifestations marins, etc. Et j'ai commencé sur les marchés pour me faire connaître, sur les marchés de ville normales. Et finalement, je suis restée là-dessus et heureusement, je ne me suis pas lancée dans tout ce qui était manifestation, tout ce qui était rassemblement, parce que j'aurais jamais survécu, ça c'est sûr, avec ce qui s'est passé après. Et je me rends compte qu'en fait, les marchés, mais j'adore. Donc voilà. Entre ce que j'ai pensé au début et ce que je fais maintenant, il y a quand même une marge, quoi. Il y a quand même. Oui, puis je me rappelle même. Quand on avait travaillé sur tes prévisions économiques et financières, en fait, quand on travaille sur ce projet-là où il faut avoir une connaissance très importante des marges, c'est-à-dire combien ça va me coûter, combien je vais pouvoir le vendre. Tu étais quand même parti un peu sur un concept presque de food truck finalement, parce que tu voulais proposer, je me rappelle, il y avait des sandwichs, il y avait des galettes au hareng. Ouais. Très belle expérience pour moi d'ailleurs, puisque c'était presque à tes débuts quand même. Et en fait, rapidement, tu t'es rendu compte qu'il fallait changer. C'est quoi qui t'a fait le déclic de dire là, cette idée-là, parce que ça remet tout en cause quand même aussi. Oui, donc déjà, je voulais faire un style food truck sur des manifestations que je n'ai pas fait, je les ai faites sur le marché. Donc je suis partie sur un style, comme vous dites, sandwich, salade, soupe, tout ce qu'on peut imaginer autour des repas scandinaves et façon fumée. Et il y a deux choses que je me suis rendu compte. Le client, le consommateur, il préférait acheter le poisson au détail, brut, et pas en sandwich. Il voulait cuisiner à la maison après. Et je me suis rendu compte d'une autre chose, c'est que moi, cuisiner toute la journée pour les autres, c'était pas mon truc non plus. Donc, mais ça, je me suis rendu compte en fait qu'au moment que j'étais déjà en place. Donc, petit à petit, j'ai changé. Donc, il y a certains produits, je fais un achat-revente en direct, donc produit brut. Et à partir du produit brut, maintenant, je transforme. Donc, je fais des rillettes, je fais des tartares, je fais du gravlax de saumon, et ça change régulièrement. Mes produits, je les fais selon inspiration et humeur du jour, parce que j'aime pas quand quelque chose est tout le temps pareil, et j'aime surtout pas de savoir que pendant 10 ans, je vais vendre tous les jours la même chose. Je ne pourrais pas, donc c'est vraiment, ça reste toujours dans le même thème, mais il y a des légers changements. Et le client, il aime ça. Il aime ça, en fait, ils se font surprendre.
Ils vont venir à la roulotte sur le marché. Et ils disent ah Christa, qu'est-ce que tu as aujourd'hui? Parce qu'ils savent qu'il y a il y a toujours des bases, ils sont toujours là, mais il y a toujours quelque chose qui change à côté. Donc et là, moi je m'éclate là-dedans, dans ce travail. Ça n'a pas mis du coup en péril ta rentabilité du coup, parce que Ah non, pas du tout. Ah, pas du tout, parce que j'ai moins de travail sur une transformation. Il y a, je pense, sur mon chiffre, il y a 40% d'achats-revente direct, on va dire 50% achats-revente direct, donc sur le poisson où je n'interviens pas, ce que le client il demande, et les autres 50%, ce sont justement des rillettes, des tartares, que les gens aussi, qu'ils amènent, ils apportent ça à la maison, ils font des apéros, ils font des soirées entre amis, je sais pas, voilà. Et sur l'achat-revente, on ne peut pas perdre. Et au moment qu'on dit on va sur le marché, on va faire un food truck et on prévoit 60 ou 100 sandwichs pour la journée et on n'en vend que 3, c'est là qu'on peut avoir la perte. Oui, parce que toi en plus, ton produit, tes produits en général, ils sont congelés pour des questions de sécurité sanitaire, donc tu gardes ton stock au fil de l'eau, quoi, aussi. Du coup. Oui. Justement, une fois que j'amène la marchandise sur le marché, il faut que je la vende. Par contre, Par contre, le stock en amont, donc au niveau de la gestion de la stock, il arrive des Pays-Bas congelés. Mais ça, c'est pour la loi. Parce qu'il y a des façons crues dedans et des façons crues pour l'aniscasis, ou comment ça s'appelle l'anisakis, ça s'appelle. C'est un petit verre qui peut être dans le poisson. Je suis obligée de congeler. Donc, ça arrive congelé. Donc, sur ce niveau-là, c'est facile de gérer le stock. Par contre, une fois sur le marché, on ne sait jamais. Mais c'est comme dans un magasin de vêtements. Un matin, on peut avoir des clients. Un autre matin, on peut en avoir 30 ou 40. Ça, c'est la loi de commerce. On ne sait pas. Du coup, là, tu travailles exclusivement sur les marchés avec ta roulotte. Maintenant, il n'y a pas que ce temps-là. Il y a aussi, tu as d'autres choses à faire dans la semaine. Comment, parce que tu es toute seule? Je suis toute seule. Je suis toute seule. Comment est-ce que tu arrives à t'organiser? Enfin, c'est quasi militaire, ton planning. Enfin, comment tu as réussi aussi à mettre en place une organisation? Est-ce qu'au début, ça a été un petit peu je tâtonne ou tu avais déjà cette aptitude en toi de bien t'organiser? Mais au début, c'était donc là, ma semaine. Maintenant, c'est donc, je fais 4 marchés par semaine. On dit, oh, c'est facile, 4 marchés sur 7 jours. Déjà, c'est tous les week-ends, donc la vie sociale, c'est un peu mis de côté. Sur le marché, on se lève très tôt. Je me lève à 5 heures du matin, 4 fois par semaine. Et sur ces journées-là, je fais à peu près 10 à 12 heures de travail. Sur les autres jours, il y a toujours une journée, c'est le jeudi, que je passe quasiment 5-6 heures dans ma roulotte et dans mon laboratoire parce que j'ai un entrepôt à côté pour préparer le marché parce que je ne peux pas arriver comme ça en disant salut, je suis là. Voilà, il faut quand même préparer. Donc j'ai 5-6 heures de préparation une journée et un autre jour, donc ça c'est le 6e jour. Il y a toutes les livraisons, il y a les achats quand même, les courses à faire qu'on ne se fait pas livrer, il y a la compta à faire, il y a quand même pas mal de choses à faire. Même si la compta au niveau micro-entreprise est minime, mais il faut quand même suivre ce qu'on fait, les dépenses, etc. Donc il y a une journée dans la semaine où j'essaye de ne rien faire et c'est une journée pour moi. Donc c'est ça. Au début, franchement, quand j'ai commencé au Salé, la première année, je ne l'ai pas vu passer. En dehors de Au Salé. C'était que ça. C'était vraiment que ça. Donc, j'ai arrêté toutes mes activités à côté. J'ai arrêté le sport à côté, le théâtre, ce que je faisais. J'ai tout arrêté. Et là, donc, ça a duré 2 ans. Et là, cette année, je dis, OK, il y a Au Salé, mais il y a aussi une vie à côté. Je
avec Au Salé, je commence à avoir un rythme, je commence à avoir moins d'angoisse parce que je vois que ça marche. C'est ça aussi, au début, moi je suis quelqu'un de quand même assez angoissé, donc je faisais manger par l'angoisse en fait, ça me triturait beaucoup. Et tout ça, maintenant, voilà, ça roule. Ça roule. Maintenant, c'est que le plaisir. C'est que le plaisir de pouvoir continuer, de pouvoir développer, de pouvoir. Là, c'est aussi la question, est-ce que je vais continuer sur ce rythme-là ou est-ce que je vais agrandir? Mais si je vais agrandir, voilà. C'est un peu ça. Mais pour l'instant, maintenant, je peux profiter un peu de la vie à côté. Voilà. Et tu as pris des vacances quand même un petit peu. J'ai des vacances, mais bien sûr. J'ai surtout pas à me plaindre parce que la première année, j'ai créé l'entreprise en janvier, j'ai commencé sur les marchés en avril, c'est plus mars ou avril. Il y a toujours quelques mois entre le moment qu'on crée l'entreprise et le moment qu'on peut réellement commencer. C'est aussi pour débloquer les fonds parce que voilà, c'est un peu ça. Puis tu peux faire ta roulotte quand même parce qu'ils n'allaient pas te la préparer sans voilà. Je suppose. C'est ça. Donc, voilà, il y avait beaucoup de choses à faire entre le moment qu'on commence réellement et le moment qu'on crée l'entreprise. Et à ma grande satisfaction, j'ai pu partir à la fin de l'année. Donc, le janvier d'après. Donc, j'ai fait le décembre et le janvier d'après, j'ai pu partir quelques semaines en vacances. Donc, c'était génial. Je ne croyais pas, mais j'ai pu me faire ce cadeau-là. Oui. Et justement, tu parlais de là que tu vas donc bientôt fêter le 3e anniversaire d'Eau Salé. Et certaines personnes, ou toi-même, mais tu m'en as parlé l'autre fois, oui, Eau Salé, tu vois comment Eau Salé à 5 ans? Est-ce que ça serait de faire d'autres petites roulottes ou tu l'as envisagé quand même, tu y penses de temps en temps pour oui, peut-être à un moment donné aussi te dire bah maintenant je vais être la garante du concept Eau Salé quelque part, mais bah voilà, à un moment donné, je n'irai peut-être plus sur les marchés tous les matins, me lever à 5 heures. Tu y réfléchis un petit peu, hein? Ouais, oui. Ben, j'ai un projet quand même sur un des marchés que je fais, ils sont en travaux actuellement, mais peut-être d'avoir un emplacement dans la halle. Déjà, c'est beaucoup plus confortable, dans le sens qu'on n'a pas à tracter tout le temps la roulotte avec le mauvais temps, avec les tempêtes à 5 heures du matin, voilà. Donc ça, déjà, ça peut être au moment qu'on a un emplacement dans la halle, on a aussi une autre clientèle, bien sûr, parce que voilà, je pourrais m'agrandir sur cet emplacement-là. Maintenant, avoir d'autres roulottes, je ne pense pas. Non. Pour la simple raison que moi, j'ai fait partie de l'image, avec mon accent, Ouais. avec voilà, il vient chez Christa. Donc, si je vais mettre des autres roulottes ailleurs, ils vont peut-être avoir le même produit, mais c'est moins exotique quelque part. Je ne sais pas comment le dire. Ben, voilà. Je pense que je fais partie de l'image de Au Salé. Bah, Je n'ai pas envie du tout de. En tout cas, voilà, tu as des réflexions par rapport à ça. On va quand même laisser le temps aux personnes qui participent de poser des questions. J'ai juste un dernier pas une question vraiment, mais est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter, drôle ou je ne sais pas? Ouais, ben, y a plein de choses qui sont drôles, qui sont. Ben, la vie, elle est belle, la vie, elle est drôle déjà, donc voilà. En fait, là où j'ai une anecdote, au début, je ne l'avais pas, mais moi, j'ai un petit Bubu, et je vous le montre, Bubu, ça, c'est ma mascotte. On le voit à l'écran aussi, hein, ouais. Voilà. Donc ça, c'est Bubu. Bubu, c'est un cadeau que j'ai eu de quelqu'un. Et Bubu, il passe sur les marchés chez d'autres commerçants. Il part en voyage. Donc, il est chez l'Italien, il est chez le Chinois, il est sur des tapis, quelqu'un vendeur de tapis. Voilà. Et je communique
souvent, Bubu, c'est mon communicant pour Facebook, pour ma page Facebook de Eau Salée, donc c'est eausalée.fr d'ailleurs. Et les gens, ils adorent Bubu. Et de temps en temps, il y a des enfants qui marchent sur le marché et disent ah, regarde, Bubu, il est là, ou Bubu, il est là, et ça, c'est mignon, quoi. Je trouve ça sympa. Donc, et sinon, le contact avec les clients, ça, c'est la joie. C'est pas drôle, mais ça, c'est la joie. Les clients qui sont là, qui sont heureux de venir acheter des choses, qui sont le contact avec la clientèle. Voilà, quoi. Alors, Bubu, quand même, je ne sais pas ce que vous en pensez, hein, ceux qui sont avec nous cet après-midi. Enfin, c'est une image assez forte quand même. C'est vrai que commercialement parlant, c'est bien pensé, même si c'était peut-être pas voulu au départ. L'effet est là aussi pour continuer à parler d'eau salée. Donc c'est sûr. C'est vraiment malin, ouais. Parce qu'à chaque fois sur Facebook, par exemple, où je communique avec les clients, bon voilà, je trouve ça difficile. Aujourd'hui, il y a encore un tartare. Tiens, aujourd'hui, mon voisin de marché, c'est elle. Tiens, aujourd'hui, on ne sait plus quoi dire. Ouais. C'est fatigant de raconter. Au bout d'un moment, on radote. Et avec Bubu, j'ai eu, voilà, c'est lui c'est pas moi qui vis. Je parle pas de moi, mais je parle de Bubu. Ah, lui, il est encore arrivé un truc. Tiens, la semaine dernière, il est parti à la pêche. Il a trouvé un super poisson d'Écosse. Je ne sais pas, moi, je raconte n'importe quoi. Et ça m'aide à garder le truc joyeux, on va le dire comme ça. Ouais. C'est pas joyeux, mais c'est. De ne pas avoir l'impression peut-être de communiquer pour vendre, mais vraiment raconter ton histoire aussi, quoi. On raconte une histoire à travers celui qui raconte l'histoire de Eau Salée, en fait. Ouais. Donc c'est quand même, c'est une bonne aide, moi, je trouve. Donc, merci, Christa. Alors, il nous reste du temps, donc je vois qu'il y a pas mal de questions qui sont passées. N'hésitez pas d'ailleurs à voter pour des questions. Vous voyez à côté des questions, il y a un petit curseur qui est quelquefois noté 1 ou 0. Vous pouvez cliquer dessus si la question vous intéresse également pour voilà, faire remonter la question si elle vous paraît pertinente. Donc, Estelle, au niveau du chat, tu as peut-être des choses à faire remonter ou c'est surtout au niveau des questions qu'on va faire un focus? Alors, au niveau du chat, moi, j'ai pas forcément de questions particulières en fait. C'est peut-être plutôt en fait au niveau des questions auxquelles en fait on a commencé à répondre en partie. À savoir en fait, Christa, il y avait une question sur le marché en fait. Comment vous avez fait pour étudier votre marché en fait, sachant qu'au départ c'était pas un secteur dans lequel vous aviez des infos particulières en fait. On n'était pas sur quelque chose de déjà existant. Comment vous avez fait pour étudier votre marché? Mais ça, c'est quelque chose qui est très difficile parce qu'en effet, je vends produits. Je ne vends pas que les harengs, je vends d'autres façons fumées. Mais voilà, ce sont des produits qu'on ne connaît pas en France. Donc, pour faire une étude de marché, c'était pas facile. Maintenant, on peut quand même se fier un peu sur d'autres produits qui sont déjà sur le marché, qui viennent d'ailleurs, comme il peut y avoir des Chiliens, il peut y avoir des Asiatiques, il peut y avoir, et on peut voir quand même que de plus en plus qu'on avance dans le temps, ça devient exotique de trouver quelque chose d'ailleurs, en fait. Donc, c'est comme ça que je me suis basée un peu. Et après, mais en fait, moi, je me suis basée vraiment sur la dégustation. J'ai fait des dégustations. On a fait beaucoup, hein. J'en ai fait vraiment beaucoup. Et ça, c'est le seul moyen. Je le fais d'ailleurs toujours sur le marché, maintenant, 3 ans plus tard. Chaque client qui vient, je lui demande de goûter parce qu'il ne connaît pas mes produits. Ça ne sert à rien de vouloir vendre un hareng. Lui, il a une idée avec un hareng qu'il connaît et le mien, mais il n'a rien à voir. Donc, voilà, je fais goûter et encore. Et tous les jours, je fais goûter toutes mes préparations, en fait. Et les gens, ils adorent ça. Tu vois, chez Christophe, quand on y va, on a mangé, façon de parler. Mais ils sont contents. Et voilà, après, et je pense que pour moi, c'est pas une perte d'argent.
C'est vraiment un investissement. Même si le client il continue à marcher, j'ai quand même déposé un petit graine en disant, voilà, il a le goût en bouche. Si ça l'a vraiment intéressé, il revient une autre fois. Ce qui arrive souvent. Donc, c'est ça. C'est vraiment faire des dégustations gratuites avant de commencer votre projet. Si vous avez un produit, allez dans les restaurants, dans les cafés, faites des dégustations avec vos amis, pendant des anniversaires, là où vous pouvez, quoi. Saoulez tout le monde avec vos produits. Voilà, c'est vraiment ça qu'il faut faire. Et demandez, bien sûr, soyez ouverte aux critiques. Ça, c'est important aussi. Ouais, c'est sûr, hein, je vois des questions défiler, c'est spécifique à toi, ton projet, Christa. Hein. Pour ceux qui ont d'autres projets, il y aura d'autres méthodes, d'autres manières de faire, hein, une étude de marché. Ouais. Autre question qui était peut-être liée aussi en fait à l'activité ambulante. Si j'ai bien compris la question, en tout cas, est-ce que vous avez eu des licences particulières ou des autorisations particulières à demander pour travailler en fait sur les marchés? Quelles sont les formations, on va dire, techniques que vous avez pu suivre? Des formations, c'est seulement la formation HACCP, donc la formation d'hygiène qui est obligatoire. Et sinon, il faut qu'on demande auprès de la Chambre de commerce, je pense, une carte ambulante. Et cette carte-là, une fois, on peut l'avoir au moment qu'on crée notre entreprise. Et cette carte-là nous permet d'aller sur les marchés. Sans cette carte-là, on ne peut pas faire des marchés, on ne peut pas faire des foires, on ne peut rien faire en fait. Mais tu n'as pas eu besoin de passer le CAP de poissonnier, par exemple. C'était peut-être. Non, non. Non, non, on va dire ça comme ça. J'ai compte, voilà. Oui, parce que toi, le produit est déjà transformé en fait. Donc, Le produit, il est officiellement quelqu'un qui vend purement du poisson a besoin de CAP et quelqu'un qui vend poisson, qui file le poisson pour le mettre dans un sandwich, il est restaurateur, il n'a pas besoin de CAP. Voilà. Le poissonnier qui fait de la découpe, en fait, c'est ça, c'est le fait de découper en filets les poissons, fait que on a besoin de la qualification et du CAP de poissonnier. Ouais. Voilà, c'est ça. Et moi, j'ai sur mon numéro, je suis restaurateur ambulante en fait, restauration ambulante. Je ne suis pas poissonnier. Donc j'ai le droit de filer le poisson. Donc, voilà. Alors effectivement, pour répondre à Valérie, donc Valérie, pour être vendeur ambulant, en fait, il faut une carte de vendeur ambulant. La carte de vendeur ambulant, elle se demande auprès de votre centre de formalité. Donc, chambre de métier ou chambre de commerce en fonction de la nature de l'activité, si c'est du commerce ou de l'artisanat. Alors, je pense même que Christa, du coup, vous deviez être mise en chambre des métiers puisqu'on est sur de la vente à emporter. Je suis dans les deux, je crois. C'est possible ça? Oui, dans les deux. Ouais. Je suis dans les deux. Oui, chambre de commerce et chambre de métier, oui. Après, donc il est demandé comment vous vous êtes fait connaître, quelle est la publicité que vous avez pu faire pour vous faire connaître. Beaucoup de bouche à oreille, Facebook et la roulotte, ça pour moi c'était très important au départ, c'est d'avoir ce que déjà je vends un produit qui n'est pas connu et ma roulotte elle était rouge, criard, avec un très grand moment dessus et déjà la roulotte il se voit, donc au moment qu'elle se voit, les gens il est attirant en fait. Donc, de bouche à oreille, comme ça, je n'ai pas fait d'autres pubs, en fait. Rien. Ben, si, au début, la première année, quand même, les journaux locaux, quoi, West France, des choses comme ça. Et est-ce que ta campagne Ulule de financement participatif, quelque part, ça a été aussi une manière de commencer à communiquer sur ton activité? Bien sûr, oui. Les gens sont venus te voir après sur les marchés, ouais. Oui, ils sont venus me voir parce que pour la campagne, mais ça s'est passé dans les journaux aussi, ici dans le secteur.
Donc, les gens, ils sont venus me voir après. Et même au moment que quand j'ai commencé sur les marchés, au bout de 2 ou 3 mois, il y a un journaliste qui est venu, qui a fait une page entière dans le journal du dimanche, je crois, c'est le West France ou le Télégramme, je ne sais plus lequel c'était. Et les gens, ils en parlaient encore 8 ou 9 mois après. Ah oui, je vous ai vu un jour dans le journal. Ah, c'est vous. Donc, ça, franchement, oui, ça, si on peut y passer, ça, il faut le faire. Hein. Mais je n'ai pas dépensé, si j'ai des cartes de visite, que j'imprime et que je donne aux clients qui même marché sont dessus, où ils peuvent me trouver, etc. Ta roulotte, c'est ta carte de visite. Ma roulotte, c'est ma carte de visite. Et, ouais. Et le bouche à oreille, hein. Les gens, ils mangent et ils disent, tiens, j'ai mangé ça, voilà. Là, je suis pour rien. Ouais, c'est pour rien. À part faire de bonnes choses à manger. Voilà, quand même. Voilà. Stéphanie, peut-être si tu as d'autres questions qui étaient peut-être arrivées en début d'interview qu'on n'a pas forcément abordées aussi. Hein. Alors, écoute, moi j'étais en train de répondre en même temps parce qu'il y a des questions qui remontent en fait. Hein. Donc, celles que je connais à peu près les réponses, j'y réponds. Mais ce que j'avais identifié à laquelle on n'a pas, on l'a un petit peu survolé, donc je pense que ce serait intéressant parce qu'il y a beaucoup de choses qui tournent autour de l'étude de marché, de comment est-ce qu'on a calculé les recettes, enfin les dépenses, les revenus, le régime qui revient aussi. Est-ce que ça n'a pas fait beaucoup de choses en fait dans l'accompagnement et comment vous avez fait pour vous y retrouver en fait, tout simplement? Tout simplement, j'avais Agnès de la BGE du Morbihan qui m'a super bien accompagnée. Sans elle, j'aurais pas pu. Mais franchement, parce qu'il y a justement, il y a toute cette étude à faire. Il y a l'étude de marché, mais aussi le financement. Moi, j'avais l'impression que Agnès me donnait de voir, mais de dire, OK, pour la prochaine fois, quand on se voit, vous allez vous concentrer là-dessus. Et moi, j'y reviens avec mes chiffres, avec mes réponses. Je pense que vous avez des outils aussi pour calculer certaines choses. Et sans cette aide-là, franchement, je n'aurais pas pu. Parce que moi, je ne suis pas économe, je suis comme beaucoup de gens qui ont envie de créer, mais je n'ai pas des compétences proprement pour le début, pour les calculs, pour voir si je ne savais pas comment il fallait calculer le prix de revient, qu'est-ce qu'il fallait avoir compris après pour que ça soit rentable. Je savais. En fait, moi, ce que j'ai fait au début, aussi avec Agnès, je l'ai fait à la maison. J'ai consacré un mur de mon salon, de mon bureau, où j'ai mis plein de papier. J'ai collé j'ai collé une énorme, la moitié du mur, j'ai collé avec du papier et j'ai écrit dessus. J'ai fait un rond avec mon projet, c'est ça que je veux, au soleil, j'avais le nom. Et après, je pouvais noter, tiens, ça c'est le côté économique que je dois faire, ça c'est le côté, tiens, qu'est-ce qu'il faut acheter, si je commence un food truck, qu'est-ce qu'il me faut? Parce que je ne savais pas en fait. Ah oui, il faut le food truck, il faut le frigo, il faut en vitrine, il faut ceci. Et tout ça, je le notais sur ce papier-là, sur ce mur-là. Il y avait un autre côté où je notais, tiens, il faut les formations. Ah, pour pouvoir conduire la roulotte, il faut avoir un permis. Tiens, il faut une formation d'hygiène. Tous ces trucs-là, j'ai grandi avec ce projet. Le projet, il est sorti de nulle part. Et moi aussi, j'ai commencé à zéro. Parce que je n'avais pas ce savoir. Et franchement, sans l'aide de la BGE, je n'aurais pas pu. Parce que vous êtes la ligne quelque part qu'on suit. Étape par étape. Moi, je l'ai fait. Après, effectivement, il y a le savoir-faire. Là, effectivement, hein, c'est de te guider dans ton parcours. Et maintenant qu'on en est là, on peut passer à l'étape suivante. Mais il y a aussi le vouloir faire. Et
ce qui a été important pour toi aussi, c'est quand même ta motivation réelle pour entreprendre, parce qu'il y a peut-être plus d'un ou plus d'une qui, face à voilà, à faire sortir ce projet de nulle part, et aurait peut-être baissé les bras et tu as été persévérante, même lorsque tu allais voir les banques et qu'aucune n'a cru en ton projet. Tu as décrit au départ tes motivations de vouloir entreprendre. C'est ça qui a été ton moteur, en fait, ou c'était inconscient, mais qu'est-ce qui vraiment te poussait quand même à aller jusqu'au bout? Ouais. Être indépendante, Moi déjà j'aime parce que j'ai fait plein de travail différents, j'ai eu plein de jobs différents et j'aime aussi créer, j'aime aussi inventer des choses ou créer quelque chose de pas créatif avec mes mains, mais surtout avec ma tête, faire des projets. J'ai été aussi dans des associations et j'aime ça. J'aime ce côté organisation, ce côté. Donc ça, il faut l'être. Il faut avoir cette envie, parce que si on n'a pas cette envie-là, si on va le faire pour plaisir, parce qu'on ne sait pas ce qu'il faut faire d'autres choses, ou parce qu'on a envie de faire plaisir à quelqu'un, ben non, il ne faut pas y aller, parce que ça, on n'arrivera pas. Parce que, on passe quand même par des montagnes russes quelque part. Hein. Il y a des moments qu'on est complètement, on voit que tout est possible et 2 jours plus tard ou le lendemain, il se passe quelque chose. On se dit, waouh, qu'est-ce que j'ai commencé? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'arrête? Moi, j'ai eu l'exemple, ça c'était avant la création, mais là cet été. L'été déjà, le marché, il y a une grande activité. J'ai eu une mésaventure sur un marché où il y a eu un problème d'électricité. Et ce problème d'électricité a fait que dans ma remorque, tous mes appareils électriques ont grillé. Donc, j'avais plus d'outils en fait. J'avais plus de froid, j'avais plus de ballon, j'avais plus rien. Et là, à ce moment-là, mais on a vraiment envie de laisser la roulotte sur place et de partir, quoi. Et de dire, ok, ni vu ni connu, je sais pas, c'est pas moi, non, je rentre. Et je retrouve quand même la force de continuer, parce que c'est à toi. C'est ton bébé, c'est ton... Voilà. Ah oui, il faut avoir cette persévérance. Le fait d'être toute seule, c'est quelque chose qui t'a jamais gêné dans tes prises de décision, parce que travailler seule, il y en a qui peut-être... je vais te poser la question, travailler seul, est-ce que c'est vraiment possible? Est-ce que j'aurais besoin peut-être d'un associé, ou tu as des soutiens quand même de tes amis? Oui, heureusement. Oui, parce que sinon, oui. Travailler seul, de temps en temps, c'est difficile parce qu'en effet, la décision, on la prend toute seule. On n'a pas quelqu'un sur qui s'appuyer à ce niveau-là. Si moi, demain, je ne me sens pas bien, ou si j'ai un problème de santé, il n'y a personne qui va au marché à ma place. Donc voilà, je suis vraiment, c'est moi avec moi et avec voilà. Maintenant, je suis bien contente aussi de ne pas devoir rendre des comptes tout le temps à quelqu'un. Ben voilà, ça c'est un trait de caractère. Moi, j'aime bien aussi, voilà, je fais ce que je veux quand je veux et les seules personnes à qui j'ai des comptes à rendre, ce sont à mes clients. De temps en temps, on dit, je me lève à 5 heures du matin, j'entends la tempête, j'entends la pluie tambouriner sur ma fenêtre. Je dis, non, je vais rester dans mon lit. Parce que c'est quand même, ça donne quand même envie. Et après, on dit, non, tu n'as pas le droit de décevoir tes clients, donc il faut y aller. Donc, ok, on y va. Donc voilà. Maintenant, je suis très bien entourée par des amis. Parce qu'au début, j'étais tellement angoissée. Le premier marché que j'ai fait, je pense que les autres commerçants, ils s'en souviennent parce que j'ai engueulé tout le monde. C'était la panique. C'était la panique totale. J'arrivais là avec ma roulotte et en gros, tout le monde devait se dégager parce que moi, j'arrivais. Bon, ça ne marche pas comme ça sur le marché. Et il y a une personne, il y a plein de gens dans mon entourage qui m'ont aidé à créer mon entrepôt, à faire des travaux dans la roulotte, à m'aider à Noël, parce qu'à Noël, j'ai de donner le coup de main à droite et à gauche. Des gens, ils sont autour de moi s'il y a quelque chose qui est cassé, parce que
bon, j'arrive à me débrouiller, mais il y a certains trucs que j'arrive pas à faire. S'il y a quelque chose qui est cassé, qui est vraiment cassé, Donc, il y a quand même beaucoup d'entraide et solidarité aussi. Ouais. Bien sûr. Et ça donne, encore une fois, ça donne de la force. Oui. Ouais. Alors, excusez-moi parce que je vois le compteur qui tourne. Oui, moi aussi. Est-ce qu'il y a encore des questions? Moi, je voulais juste savoir parce que donc ça revient un petit peu sur le côté de donc juste de rappeler le parcours par la BGE sur lequel vous avez pu en fait en bénéficier. Comment ça s'est passé pour vous? Mais pour moi, le parcours, il était donc assez complet, mais je pense que ça a un rapport aussi avec l'AGFIP, que j'avais cette aide de l'AGFIP, et ça c'est important. Je ne pense pas que tout le monde a cette chance-là d'avoir, parce que je pense qu'Agnès m'a suivie pendant quasiment 2 ans, 1 an au moins, et c'était quasiment tous les mois, si c'était voire plus, je ne sais plus exactement. Et tu m'as aidé, ou tu m'as accompagnée pendant ce temps-là, donc quasiment tous les mois. Il y a eu à la fin, il y a eu une formation de 2 jours, je crois, par la BGE pour pouvoir choisir son statut. Qu'est-ce qu'on veut avoir comme statut de création d'entreprise, donc micro-entrepreneur, entreprise individuelle ou autre. Et la suivi a continué même encore un certain temps après la création même. Oui. C'est spécifique au parcours que propose la GFIP. Alors après, il y a d'autres dispositifs, bien sûr. Mais là, oui, particulièrement, tu as pu bénéficier du soutien de la GFIS via nos services, mais c'est bien la GFIS qui a permis effectivement qu'on puisse prendre autant de temps. Alors, pour nous, c'est un grand plaisir de le faire aussi, et puis de voir aujourd'hui ton projet qui continue à se pérenniser. C'est une super belle aventure. Est-ce que je peux prendre une dernière question éventuellement, puis après Christa, on terminera sur un dernier conseil peut-être que tu pourrais donner à nos auditeurs. D'accord. Alors sur la question, en fait, parce que du coup, j'aime bien les questions d'ouverture. Donc, on a Bleuen qui nous pose la question, donc par rapport au public qui est de plus en plus végétarien ou végétalien, est-ce que des fois, il y a des idées de développer des produits autres, par exemple, avec des spécialités à base d'algues ou autres? Comment vous voyez le développement ou pas sur ces publics-là qui ne mangent pas de poisson? Ah oui, il y a une demande, oui, sur tout ce qui est algues, sur tout ce qui est matière organique non, comment on appelle ça, je ne sais pas le nom, végétal, on va dire. Oui, il y a de la demande là-dessus, ça c'est sûr. Je le vois sur le marché, les gens, ils sont... c'est aussi un public un peu plus pointu. Ils demandent d'où vient le poisson, comment il a élevé. Ah non, ça je ne veux pas, ça je veux. Tiens, moi je mange pas du tout. Quand je propose aux gens, non, je mange pas de poisson, je mange que des végétariens ou que des végétaliens. Oui, ces demandes-là, il y en a. Et tu vas aller un petit peu sur ce créneau-là ou pas du coup Pardon? Tu vas aller sur ce créneau-là un petit peu? Moi, je travaille avec les algues, oui. Mais je ne vais pas sur ce créneau-là. Les algues, je les mélange avec le poisson, dans les tartares. Donc ça, je le fais. Tu es présente peut-être sur quel marché? Est-ce que tu peux nous rappeler où est-ce qu'on peut te trouver, Christa? Au début, j'étais beaucoup plus dans le Morbihan, mais par le Covid, ça a changé quand même pas mal de choses parce qu'il y a des marchés avec un rouleau où je ne pouvais plus aller pendant la période Covid, donc j'ai dû me concentrer sur d'autres marchés. Je suis le samedi à Ferrel, dans le 56. C'est un tout petit marché, mais il est très bien. Et sinon, je suis le mardi, vendredi et dimanche à Saint-Nazaire, sur le marché des Halles, le grand marché. D'accord. Où j'ai ma place. Voilà. Et pour conclure, est-ce que tu pourrais donner un conseil à celles et ceux qui nous écoutent? Mais moi, le conseil que je peux vraiment donner, c'est au moment que vous avez fait un minimum
de calcul et de recherche et que votre projet, il peut être minimum rentable, il faut y aller, il faut foncer, il faut le vivre. Et au moins, vous avez essayé. Si ça marche, si vous avez la volonté, je suis sûre que ça peut marcher. Et ça donne une énergie, c'est tellement gratifiant de le faire, de créer quelque chose pour soi qui sort de nulle part. Donc, s'il y a un minimum de chances que ça soit rentable, même avec toutes les peurs qu'on a, mais il faut y aller, il faut foncer. Merci. Voilà. Eh bien, on arrive à la fin de cette rencontre. Je vous avais dit 1 heure, ça passe très très vite. Je suis désolée si on n'a pas pu répondre à toutes vos questions. Il y aura d'autres, bien sûr, témoignages qui seront organisés prochainement. Vous pouvez solliciter votre conseiller ou conseillère BGE. Et donc, ce replay va être très rapidement disponible sur notre chaîne YouTube, à laquelle vous pouvez vous abonner pour justement rester informé sur des nouvelles vidéos qui seront mises en ligne. Et la prochaine thématique, Estelle, est-ce que tu peux nous la donner sur le prochain webinaire qui va être organisé au mois de novembre? Alors, il y a un prochain webinaire au mois de novembre sur la protection sociale du dirigeant. Et donc, ce sera animé ça sera animé également par la mutuelle, en fait, Harmonie, si je ne me trompe pas, Agnès? Je ne sais plus. Mais en tout cas, oui, c'est un professionnel qui va pouvoir effectivement… C'est un professionnel qui va témoigner, en tout cas, sur la protection sociale, en fait, des travailleurs indépendants. Et les replays d'autres témoignages, en fait, qui ont pu être faits de chefs d'entreprise sont disponibles sur la chaîne YouTube également ou sur le bureau virtuel auquel vous avez accès. Merci beaucoup. Je vous souhaite une belle fin de journée. Merci beaucoup, Christa, pour ta disponibilité. On sait que tu es très, très occupée dans la semaine. Donc, vraiment un grand merci. Et eh bien, à très bientôt. Merci à vous. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir à tous. Hop. Quand même, la petite diapo de la fin. Merci.